Au Togo, la Fédération togolaise de football est en quête d'une direction technique nationale de référence au niveau de la CAN 2019. On connaît les différents groupes dans lesquels se logent les équipes qui vont s'affronter en Égypte. Et puis, on parlera aussi de la première, la Ligue des Champions, Liverpool, l'Ajax, Tottenham et le Barça passe en demi-finale et le Paris Saint-Germain qui prend une déculottée assez sévère. On évoque ces sujets ce soir avec Hervé Pisa, notre consultant sportif. Bonsoir Hervé Pisa. Bonsoir Samuel. Véritable cheville ouvrière du football togolais, la direction technique joue un rôle très important dans la vie d'une fédération qui milite pour le développement et l'éclosion de son football. Mais depuis un moment, on constate que les occupants de ce poste n'ont jamais réussi à jouer pleinement leur rôle. Et pour y remédier, le nouveau bureau de la Fédération togolaise de football a lancé un appel pour recruter un nouveau directeur technique national en remplacement de l'ancien dont le mandat est arrivé à terme dans le contexte actuel du football togolais. Et vu la densité du chantier à entreprendre pour relever le sport roi, quel donc peut être le profil du nouveau directeur technique national? D'abord, Hervé Pisa, le directeur technique national, c'est quoi exactement son rôle? Merci Samuel. Vous savez, ça fait plaisir quand même d'écouter que la Fédération togolaise de football a des ambitions. Mais aujourd'hui, une directeur technique nationale, son rôle, c'est quoi? Vous avez dit, c'est la cheville ouvrière, ouvrière de la fédération. Donc, il a à sa charge, il a des cahiers de charge. On va même dire que le sélection national et tout ce qui est politique de développement, le football des jeunes, le foot féminin, le développement du football en consort, c'est lui qui est le maître, c'est lui qui a les orientations de tous ces sujets. Et aussi, par rapport à l'équipe nationale, il doit apporter sa touche. Il doit travailler en collaboration aussi avec le sélectionneur national par rapport aux joueurs, joueurs nationaux qui doivent pouvoir intégrer les différentes catégories. Et puis aussi les binationaux, avoir l'œil sur les binationaux qui arrivent. Donc, il travaille de concert avec, y compris même les entraîneurs des différentes équipes au niveau national. Donc, il a pratiquement, c'est l'épine dorsale du côté politique de développement au niveau de la Fédération nationale de football. Alors maintenant, dans le cas particulier du Togo, est-ce que les différents problèmes que connaît le football togolais, on doit les mettre sur le compte des carences qu'ont eu les anciens directeurs techniques nationaux? Non, on ne peut pas dire. Est-ce qu'on en a eu? On en a eu, bien sûr, mais est-ce qu'on les a laissés la main libre de pouvoir exercer? C'est ça le problème, parce que je me rappelle, lorsque nous étions venus à la Fédération togolaise de football, et il y avait le doyen Elitia Alanou, avec qui j'ai discuté. Il a soumis un projet en matière de développement du football, mais ça n'a jamais attiré l'attention du bureau. Et puis, il était resté, c'est-à-dire que juste le nom, Elitia, directeur technique, mais au fait, qu'est-ce qu'il faisait? Il ne faisait rien. Et on parle du salaire, il y avait des problèmes. Qui doit payer le directeur technique national? Est-ce que c'est la fédération? Est-ce que c'est le ministère qui doit faire le contrat jusqu'à un moment donné? Aujourd'hui, je vous dis, Samuel, la FIFA a exigé à ce qu'au niveau de chaque fédération, qu'on puisse avoir une direction technique nationale. Parce que si on n'a pas de direction technique nationale, comment est-ce que vous pouvez orienter votre développement du football? Vous n'avez pas de vision. La vision du football se résume au niveau du directeur technique national. On en a eu, mais est-ce que nous les avons laissés la main libre de fonctionner? Est-ce que nous les avons donné les moyens qu'il faut pour faire chose? Je rappelais à quelqu'un que lorsque j'avais conduit une délégation à l'époque, en 2012, pour aller au Niger, lorsque j'ai vu leur direction technique nationale, mais j'étais ébahi, parce que c'était sur pratiquement 6 lots. Et vous avez la direction technique nationale, vous avez la restauration de l'équipe nationale, vous avez même les dortoirs de l'équipe nationale et même d'autres équipes si jamais ils venaient à faire des mises au vert. Et là-bas, vous avez 2 terrains synthétiques et vous avez 2 terrains aussi de gazon naturel. Et donc, voilà les pays qui ont des ambitions. Avec ça, vous avez le développement du football des jeunes, c'est-à-dire que vous avez la catégorie des moins de 15 ans, les moins de 20 ans. Mais ici, nous n'avons pas cette politique. Depuis belle lurette, est-ce qu'aujourd'hui, nous avons une commission de football des jeunes de non? Avons-nous participé? Mais c'est le rôle du directeur technique national. Aujourd'hui, ça me surprend que vers la fin de cette saison,
nous sommes pratiquement à la fin de la saison et que la fédération cherche un directeur technique national d'excellence, et même ils disent d'excellence, mais est-ce qu'ils vont aller le déterrer ou bien il va tomber du ciel? Parce que, de toutes les façons, ceux qui sont habilités à la chose, on les compte du bout des doigts par rapport au profil. Je ne sais pas de toutes les façons ce qu'ils ont mis dans le profil, mais aujourd'hui, moi, je me dis que les gens ont juste besoin parce que des fois, la FIFA dit, lorsque vous n'avez pas de directeur technique national, on ne peut pas vous envoyer un budget. Parce que vous savez, on ne peut pas vous envoyer de l'argent en ce qui concerne... on peut vous donner le fonctionnement, mais en ce qui concerne le développement du football, vous ne pouvez pas l'avoir. Lorsque nous parlons des infrastructures sur lesquelles le football se déroule, lorsque nous parlons même de la catégorisation du football, même vous allez même plus loin, la qualification des joueurs et consorts, quand bien nous avons une commission de qualification et d'homologation et tout ça, mais le directeur technique national, il est l'épicentre. Aujourd'hui, on a eu une direction des compétitions nationales et internationales. Mais que fait le directeur technique national? Et ceux qui chapeautent aujourd'hui ces commissions-là, est-ce qu'ils ont le profil pour pouvoir développer notre football? Vous savez, nous sommes à la traîne. Notre championnat, ça dit que c'est à l'allure du fait que nous n'avons pas une direction technique nationale. Donc aujourd'hui, lorsque ils auront un directeur technique national, quelle est la mission à lui confier? Avons-nous une direction technique nationale ou bien il ira rester à la fédération dans un box là-bas pour dire que non, et bon voilà, on va le brandir comme un trophée de guerre. Bon, messieurs les membres de la FIFA, venez, nous avons une directeur technique nationale. Mais je pense qu'il faut avoir de l'ambition. Nous avons dit qu'il faut reformer tout, des statuts même des clubs, jusqu'à la direction technique nationale. Lorsque vous n'avez pas de base, vous ne pouvez pas avancer. On aura une direction technique nationale. On fait toujours du football amateur. Alors que la FIFA nous a dit, pour moi, au jour d'aujourd'hui, on ne devait même pas être à 14 et à 16, on ne devait pas jouer à 16 clubs, selon la direction de la FIFA. Mais aujourd'hui, ils veulent un directeur technique national. Pour en faire quoi? Pour en faire quoi? Je ne suis pas contre la nomination des directeurs techniques nationaux, mais je suis contre ce qui se fait derrière. Est-ce que on va lui laisser la main libre, on va lui donner les moyens? On aura vraiment une direction, un bloc direction technique nationale avec tout ce qu'il faut? Est-ce que nous avons, comme dans d'autres pays, vous avez des départements de football des jeunes de moins de 15 ans, de moins de 20 ans, le football féminin, ainsi de suite. Voilà, il y a les filles qui sont en train de se préparer pour aller compétir. L'année passée, on nous a dit non, on est allé pour apprendre à jouer. Cette année, qu'est-ce qu'on va dire? Tout ça, là, ça relève aussi du directeur technique national. Mais il est obligatoire qu'il soit togolais, c'est ça? Mais c'est obligatoire qu'il soit togolais. Bon, donc aujourd'hui... Est-ce qu'il y a des gens qui ont le profil? Bon, écoutez, il y a des gens qui ont le profil. Et quand je prends à l'instar de Tchanile Tchakala, bon, c'est un entraîneur, il a un parcours, mais bon, enfin, vraiment, est-ce que ça suffit? Est-ce que son profil d'entraîneur seul suffit au niveau? Je ne sais, c'est pourquoi je dis je ne sais pas exactement ce qu'ils ont mis dans le profil du directeur technique à recruter. Bon, en dehors de ça, j'ai appris aussi que Nieni Sebabi aussi, tout ça là, c'est des entraîneurs. Mais aujourd'hui, je dis, mon problème, Samuel, c'est que les entraîneurs togolais doivent faire un effort, ils doivent aller chercher. Il ne faut pas qu'ils s'engouffrent au niveau des présidents de clubs parce qu'ils sont à la recherche du travail. Nous avons combien de clubs ici, combien d'entraîneurs, pour combien de clubs? Aujourd'hui, tous ceux-là qu'on a formés, qui ont la licence C, ils sont plus de 300 et quelques. Pour combien de clubs? Pour moins de 50 clubs au niveau du Togo. Donc, franchement, je pense que la fédération doit revoir cette direction technique. Il ne faut pas vraiment que ce soit une plaisanterie. Il ne faut pas juste lancer un appel à candidature pour recruter quelqu'un, pour que la personne aussi croise les bras comme Elitia Lanou. Il faut avoir des visions, construire une direction technique nationale, recruter, donner les moyens qu'il faut, relancer le football des jeunes, catégoriser tout, c'est une vision. Voilà, donc on ne peut pas... Un président de fédération doit être un visionnaire. Il doit comprendre que le football même, c'est la base jusqu'à l'épine dorsale, jusqu'à l'équipe nationale. Aujourd'hui, il faut aller chercher les binationaux parce que notre championnat en souffre. Nous avons joué, nous avons été éliminés. Combien de locaux on a pris pour jouer comparativement dans d'autres pays? Vous regardez un peu le Madagascar qui aujourd'hui est qualifié pour cette CAN. Vous regardez la Mauritanie, vous regardez même la Gambie. Mais c'est le football des jeunes. Ces pays-là, ils pratiquent ce que c'est que le football des jeunes. Ils ont des directions techniques et ça marche. Donc, je veux ça pour mon pays et je me dis que si tout est à refaire, il faut refaire.
Parce qu'on ne peut pas se planter, on n'a pas encore un football même professionnel, on aura un directeur technique. Et puis aujourd'hui, vous allez me dire quel est ce Togolais-là qui va être directeur technique et qui peut appeler Claude Leroy de venir pour lui donner des orientations. Parce que quoi qu'on dise, le directeur technique national, il chapeaute le sélectionneur national. D'accord. Le second sujet, c'est la Coupe d'Afrique des Nations 2019. Les différents groupes ont été tirés au sort. Le tirage au sort donc, a eu lieu au pied des pyramides de Gizeh. Et on a 6 groupes, mais on va s'intéresser peut-être Hervé Pisa au groupe Choc. On parle du groupe D où on retrouve le Maroc et la Côte d'Ivoire, ou encore le groupe C où il y a l'Algérie et le Sénégal. Oui, et il n'y a pas que le groupe C et le groupe D, il y a le groupe A aussi. Oui, le groupe A, l'Égypte, le Congo, l'Ouganda, le Zimbabwe. Voilà, je pense que c'est un groupe très élevé. Hein. La RDC, vous savez que ils sont à pratiquement plus de 17 ou 18 participations. C'est la manière dont ils sont arrivés à se qualifier. C'est un pays de football. Ils ont été toujours présents à cette CAN. Vous prenez les Pharaons. Aujourd'hui, c'est le pays organisateur. Ça ne va pas être facile. Vous prenez la Namibie. Ce n'est pas, vous savez, c'est le groupe. Pour moi, c'est le groupe A. C'est un groupe vraiment très élevé. Bon, maintenant, quand vous prenez les autres groupes que vous avez cités, le groupe c'est l'Algérie, Sénégal, Kenya, Tanzanie. Ça, vraiment, il y a du football. Oui. Moi, ce qui va me plaire dans cette CAN-là, c'est qu'on a tout le temps, c'est-à-dire qu'on est à la pause, tous les joueurs, tous les stars rentrent chez eux. Oui. Il y aura un collectif, c'est-à-dire qu'ils auront le temps de faire le regroupement et de nous offrir le plaisir. Donc, c'est dans ces groupes-là, vraiment, on aura vraiment du football. Ça serait vraiment très alléchant, ces affiches. Et puis, il y aura un intéressant Maroc-Côte d'Ivoire qui est dans le groupe D. Oui, Maroc-Côte d'Ivoire, je pense que les gens... Enfin, par rapport au tirage au sort, vous savez, aujourd'hui, nous avons 24, comparativement à 16 par le passé. Et puis, on prendra les meilleurs troisièmes. Ouais. Je sais aussi que les équipes comme le Madagascar, je venais de citer le Madagascar, la Mauritanie, qui jouent pour la première fois, vont essayer quand même de faire effet parce qu'ils vont vouloir quand même se faire découvrir. Et comme je le disais, c'est un mouvement. Hein. C'est des jeunes qui ont été bâtis, qui ont joué ensemble en bloc pendant un certain nombre d'années. Donc, ils se connaissent parfaitement. Comparativement à nos stars qui évoluent dans différents pays européens. Et certains, comme je l'ai dit, certains par rapport à leur fiche technique, certains jouent, certains ne jouent pas. Et bon, quand il s'agit de la sélection, ils viennent. Mais maintenant, cette cohésion, vous voyez, quand vous prenez les Mahrez, quand ils arrivent en Algérie pour jouer chez nous en Afrique ici, et vous dites, mais est-ce que c'est ce Mahrez-là que je regarde du côté de Man City? Parce que, bon, ceux qui doivent donner les bons ballons dans le timing, bon, on ne les a pas parce que celui qui joue en Azerbaïdjan n'a pas la même qualité de celui qui joue en Angleterre ni en Espagne. Et donc, il faut se regrouper. Tandis que les pays que je viens de citer, la Mauritanie et le Madagascar, ils ont joué en mouvement. Ils se connaissent, des enfants de moins de 15 ans qui ont évolué aujourd'hui. Ils constituent une équipe compacte. Eux aussi vont faire la surprise. Mais je pense que les grands feront quand même... ça serait vraiment très alléchant. C'est une CAN qui va un peu durer, mais je pense qu'on aura du beau football. Et puis il y a le groupe F, le Cameroun tenant du titre est là-bas. Il y a le Ghana aussi, qu'on ne cite pas parmi les grands, mais qui, à un moment donné, a fait honneur au football. Non, et vous savez, s'il faut écrire l'histoire du football, c'est vrai, ces deux pays-là, le Cameroun et le Ghana, c'est des géants du football africain, je les respecte. Mais quand je regarde un peu le parcours jusqu'à la qualif, le Ghana est un peu diminué aujourd'hui avec le coup dur de Koti Nyateki. Ce n'est pas cette organisation qui était autour des Black Stars. Ce n'est pas ça parce que, bon, vous savez, j'ai des partenaires aussi au Ghana et l'écho que nous recevons aujourd'hui, on fait des sélections, bon, sans tenir compte de certains paramètres et tout ça. Et vous avez vu tout récemment, ils ont joué les ministres étaient... comment l'appelle-t-on en Égypte, ça n'a pas, c'était vraiment catastrophique. Bon, mais j'ose croire que une CAN n'est pas forcément celle qui est passée et que, bon, aussi, les organisateurs ne sont pas les mêmes. Ils prendront la mesure de la chose. Aussi, il faut rappeler que le Cameroun n'a pas aussi été très convaincant avec les joueurs que nous avons. En dehors de cette coupe-là dont ils sont détenteurs, pour moi, le parcours des Lions n'est pas aussi... et
je ne suis pas sûr qu'ils peuvent quand même s'imposer. C'est vrai, le Ghana, les gens pensent que c'est eux les favoris, mais enfin, le Bénin qui est venu nous titiller, qui nous a titillé à domicile, je pense qu'eux aussi n'iront pas à la CAN quand même pour essayer d'accompagner les gens. Troisième sujet, on parle maintenant de la Champions League et les demi-finales Liverpool, Ajax, Tottenham et le Barça. Donc, se sont qualifiés. Et Hervé Pisa, j'avoue que ça a un peu démenti les pronostics qu'on avait fait le vendredi dernier. Non, ben, ça n'a pas démenti. Je vous ai dit, et Samuel, je vous ai dit que les équipes qui pouvaient passer, oui. Je vous ai parlé de Liverpool, je vous ai parlé de Barcelone, et j'avais cité aussi la Juve, et je vous parlais de l'Espérance. Oui, oui. Et vous-même, vous avez parlé de l'Ajax d'Amsterdam, qui est une équipe très jeune. Et j'ai dit, oui, il peut passer, mais bon, l'expérience de la Juve peut jouer. Bon, malheureusement, la jeunesse, la fraîcheur physique a pris Adamé Le Pion à cette équipe de la Juve qui, pour moi, de la défense jusqu'à l'attaque, c'est un peu vieillissant, les compartiments, c'est fébrile. Vous comprenez qu'à l'époque, cette Juve-là, il y a de cela deux Champions League où ils ont encaissé qu'un seul but, c'était la meilleure défense, mais aujourd'hui, ils ont encaissé beaucoup. Et pour moi, je pense que Liverpool, j'ai dit Barcelone, Barça est bien parti de toutes les façons pour quand même en faire de cette année sa Champions League. Mais Liverpool aussi n'ira pas pour faire de la figuration. Ce qui est intéressant pour Liverpool, c'est que Liverpool se déplace pour aller au Camp Nou. Maintenant, au Camp Nou, là-bas, je pense que Messi et ses collègues ne vont pas quand même lâcher le morceau parce qu'ils savent que si ils font un nul là-bas où ils se laissent battre par Liverpool, ça va être très difficile au retour parce que face au public, les Reds, ils vont vraiment... Ils ne vont pas donner du temps. Vous savez, ils ont un jeu très, très, très offensif. Et c'est des gens, si tu veux vraiment jouer avec eux, il faut les priver du ballon. Mais ils ont compris. Jürgen Klopp, c'est un grand entraîneur que je respecte. Et je pense que pour Jürgen Klopp, aujourd'hui, c'est d'aller battre Barcelone à domicile ou au mieux faire un match nul et venir essayer d'enfoncer Barça. Je pense que si aujourd'hui Léo Messi veut avoir sa Champions League à lui, il doit vraiment mobiliser sa troupe pour qu'il puisse faire quelque chose face à cette équipe de Liverpool. Mais en tout cas, avec cette demi-finale qu'on voit et surtout le FC Barcelone qui est arrivé à ce niveau, beaucoup se disent que le prochain Ballon d'Or, on le connaît déjà. Oui, bon, les gens vont me dire Léo Messi. Léo Messi, de toutes les façons, il a brillé, hein, quoi qu'on dise. Il est quand même l'âme de cette équipe de Barcelone. Il faut le reconnaître. Quand tu n'aimes pas le lièvre, il faut savoir comme on le dit chez nous. Léo Messi, je sais qu'il y a deux monstres au niveau du football, hein, Léo Messi et Cristiano Ronaldo. Pour Cristiano Ronaldo, je pense qu'il a mal choisi. Parce qu'il a pensé que c'était la Juve avec laquelle il a joué lorsqu'il était au Real de Madrid. Mais il s'est trompé et je doute fort qu'il puisse aussi rester longtemps là-bas. Et cette saison, je sais que la Juve va faire des recrutements. Mais est-ce que Cristiano va rester ou pas? C'est vrai, il avait de l'amour pour la Juve. Mais est-ce que lorsque vous arrivez quelque part et que ce n'est pas les mêmes cartes qu'on joue, est-ce que vous allez rester là-bas par rapport à vous-même, votre posture pour demain? Et là, je me dis que voilà quoi. Mais il faut aussi rappeler que il y a Tottenham qui s'est qualifié face à Man City, à la grande surprise des supporters de Man City. Mais il faut dire que Tottenham aussi, c'est une équipe qui se prend par moment. Et nous sommes en train de faire des pronostics, nous les mettons au stade, mais il faut dire que si jamais eux aussi, ils s'accrochent bien, ils sont partis. Donc, le carré d'as, de toutes les façons, les demi-finales, c'est en aller-retour et rien n'est gagné d'avance, quoi. Et Tottenham-Ajax, ça va être également la jeunesse contre l'expérience? Ça va être la jeunesse contre l'expérience, c'est vrai. Et l'Ajax, aujourd'hui, vous regardez cette équipe, vraiment, elle plaît à tout le monde. Ça joue au football. La fraîcheur physique, franchement, ça joue. Mais au niveau de Tottenham, vous savez, il y a un peu de blessures et je doute que Tottenham vienne à bout de l'Ajax. Donc, si l'Ajax passait,
bon, pourquoi pas l'Ajax Barcelone ou Ajax Liverpool. De toutes les façons, moi je me dis, dans mes pronostics, je me dis que la finale ce serait un Ajax Barcelone ou Ajax Liverpool. Voilà. D'accord. Dernier sujet, le Paris Saint-Germain, la pire défaite de l'ère qatari. Est-ce que cela a réveillé certaines fractures mises en sommeil depuis l'élimination en Ligue des Champions? Les langues se sont en tout cas déliées au PSG après l'humiliant revers 5 buts contre 1 face à Lille dimanche, pointant un effectif limité ou un manque de personnalité criant. C'est trop, ces deux mots répétés inlassablement par l'entraîneur parisien Thomas Tuchel en conférence de presse d'après-match exprime bien son exaspération devant donc la situation paradoxale du club parisien qui vient de manquer 2 occasions d'officialiser un 8e titre de champion de France. Paris-Lille, Hervé Pisa, on ne donnait pas ce score-là. On ne donnait pas ce score, mais c'est vraiment, vous savez, moi je regrette beaucoup Thomas Tuchel, c'est un entraîneur, je me suis dit, au-delà de tout. Vous savez, lorsqu'il devait jouer avec Manu, j'ai dit que c'est un entraîneur qui sait bien lire, c'est un grand entraîneur. Mais je pense qu'il n'a pas bien tourné son effectif. Il n'a pas bien tourné son effectif au niveau de PSG, comparativement à Emery et Laurent Blanc et ceux qui sont passés. Parce que vous savez, aujourd'hui, vous avez un Cavani qui n'est pas là, vous avez Thiago Silva qui est blessé, vous avez un Angel Di Maria qui n'est pas là, vous avez un Neymar qui n'est pas non plus là, vous avez un Adrien Rabiot qui n'est pas là, et puis l'âme de l'équipe n'existe plus, c'est fini. Ça veut dire que ces stars-là, s'ils ne sont pas là, donc n'importe quel entraîneur ne peut pas bouger. C'est ça. Et puis bon, on a vu des jeunes promus qu'on a mis, et puis bon, l'expérience, vous savez, il y a aussi le côté facteur expérience qui joue. Et donc, il devait, ces matchs, lorsque vous savez que vous êtes très haut en hauteur du tableau pour votre sacre, mais vous devez savoir comment est-ce qu'il faut, vers les derniers moments, comment est-ce qu'il faut tourner votre effectif pour quand même que cela ne soit pas humiliant. Mais je pense que dans l'histoire du PSG, c'est Thomas Tuchel qui a vraiment, par rapport au sac, qui a vraiment pris un panier. Et bon, franchement, je n'ose pas parce que c'est vrai que je suis un fan de PSG. Là, je suis dans mon rôle de consultant sportif. J'analyse les choses pour moi. Et Tuchel, tout ce qui s'est passé jusqu'à vraiment cette lourde défaite face à Lille, bon, il est le seul responsable. C'est vrai que d'aucuns me diront que oui, quand ça se passe, c'est l'entraîneur. Et on ne dira pas que les joueurs ont mal joué. Mais moi, je pense qu'il a très mal géré son effectif vers la fin de ce sacre. Et ce 8e titre de champion de France qui échappe pour le moment au PSG. Oui, ben, de toutes les façons, ils finiront par le prendre. Caha, ils vont prendre, mais c'est sur... mais ça gâche la fête aussi. Ça gâche la fête, c'est sur les genoux qu'il va prendre ce sacre-là. C'est pourquoi je dis que, franchement, dans l'histoire du PSG, c'est du jamais vu. On ne peut pas, c'est inadmissible. Et face à Lille 5-1, eh bien, écoutez, moi, je crois que ces joueurs-là, vous savez, c'est pourquoi on dit il faut toujours avoir des doublons qui puissent quand même se ressembler et pouvoir vous donner un résultat que vous voulez. Là, il va falloir que les Qataris comprennent aussi que ces 5 stars-là qui ne sont pas là, qui sont blessés, si jamais il faut continuer avec ce effectif sans eux par rapport à la saison prochaine, c'est qu'ils ont du pain sur la planche. Hervé Pisa, merci d'avoir répondu à la question. C'est moi qui vous remercie. La pause maintenant, après, c'est l'invité on passe par un regard croisé.